Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Gérard Astor, Le corps dansant dans l'écriture. De l'unité perdue et reconstructible des arts vivants en Europe. Une expérience et des idées. Blanc C2, répétition à Fontenay-aux-Roses. Photo Arnaud Sauer. Mais quittons nos manteaux et attaquons les anapestes. Ainsi le cœur des Acharniens, une pièce écrite par Aristophane en 425 avant notre ère comme un outil de combat contre la guerre sans fin entre Athènes et Sparte, ouvre-t-il un des morceaux de bravoure de la comédie attique, la parabase écrite selon la convention en des vers qui se nomment anapestes. Le chœur se met alors à psalmodier selon une stricte métrique, 2 syllabes courtes suivies d'une syllabe longue, au son de la flûte et en dansant. Au point d'origine des arts vivants en Occident, théâtre, musique, chant et danse étaient liés intrinsèquement dans ces représentations données à Athènes 2 fois L', en où de simples citoyens étaient levés comme une troupe de soldats pour répéter pendant 6 mois aux frais de la cité les paroles et les pas des chœurs dithyrambiques, tragiques et comiques pour les fêtes religieuses, civiques et civiles de la cité, à raison de 15 choreutes pour les tragédies et 24 pour les comédies, et pour les jouer aux côtés des acteurs professionnels, dans un alliage naturel pour tout le monde. Nous avons une très belle reconstitution de cette unité originelle, des arts vivants en Europe, dans la mise en scène que fit le réalisateur Jean Prat des Perses d'Eschyle pour l'ORTF en 1961, notamment dans la dernière scène où le roi Xerxès demande aux vieillards de Suse de crier leur douleur à l'annonce de la défaite absolue. J'avais 12 ans et en fus ébloui. Histoire, histoire, histoire. Tout petit, j'étais déjà un homme de théâtre revendiqué, peut-être pour créer une autre scène qui fasse pièce à celle des 2 grandes guerres dans lesquelles ma famille avait frôlé l'abîme et à la guerre d'Algérie que je vivais aux avant-postes. Voir l'analyse que fait de mon théâtre Adèle Abbassi dans Théâtre Monde, maison tunisienne du livre 2017. Mais je dus attendre mes 18 ans pour voir du vrai théâtre. Ce fut le songe d'une nuit d'été montée à Paris par Mnouchkine. En revanche, certains étés dans le petit village d'Aubes en Haute-Provence où nous passions nos vacances, je regardais comme hypnotisé mes parents, père et mère, danser le soir, à la fête du 15 août au son de l'accordéon. Comment pouvaient se guider de manière aussi souple 2 corps? Ce fut à un bal du 14 juillet que ma future compagne et moi comprîmes que nous pouvions marier nos vies. Lorsque Dominique Rebaud m'a demandé d'écrire pour ce carnet sur le corps dansant, elle m'a rappelé ce que j'aime à raconter, que j'ai autant sinon plus appris sur le théâtre par la fréquentation de la danse que par celle du théâtre même. Elle m'a invité en fait à raconter cette histoire. En 1969, j'ai rencontré Jacques Lassalle, fondateur du studio Théâtre de Vitry, qui dirigea par la suite le Théâtre national de Strasbourg puis devint administrateur de la Comédie Française. C'est avec lui que j'appris tout du théâtre, en même temps que par effraction dans les salles de répétition, j'appris aussi de Sobel et de Vitesse. Mais 10 ans plus tard, ce fut aux côtés de Michel Caserta, directeur de l'ensemble chorégraphique de Vitry, et à son initiative, que j'allais participer à la fondation, comme tout jeune directeur du théâtre Jean Villard de Vitry, de l'un des plus grands combats de la profession de danseur, le mouvement pour la danse, et de l'un des plus authentiques festivals de danse français, la Biennale nationale de danse du Val-de-Marne. En mai 1979, 12 compagnies furent accueillies dans un même lieu en 3 jours, sous la direction technique de Francis Lafaille, avec parmi elles le Théâtre du Silence de Brigitte Lefebvre et Jacques Garnier, le Four solaire d'Anne-Marie Reynaud et Odile Azaguri, Dominique Bagouet avec sa compagnie et le danseur japonais Yano. L'hexagone du théâtre Jean Villard plein à craquer, des salles alentour envahies de journalistes, de danseurs, de spectateurs et de fumées de cigarettes pour débattre de la crise qui affectait alors la danse française et ses professionnels, et qui eut pour conséquence la dissolution de nombreuses compagnies dont l'ensemble de Michel Caserta. Ce mouvement nourrit les révoltes qui permirent de mettre un terme à presque 25 ans de gouvernement de droite, et à la gauche de lui ravir le pouvoir. Un pouvoir dont le ministre Jack Lang s'empara pour créer les centres chorégraphiques nationaux. Enfin la danse était mise au niveau du théâtre et s'en émancipait, et éteindre dans un même mouvement tout esprit revendicatif. Mais ce fut pour un peu plus tard, les sources mêmes de l'innovation. La danse s'émancipait du théâtre. En effet, les écoles publiques de danse étaient jusqu'alors, hors l'école de l'Opéra de Paris et celle de Vitry-sur-Seine avec quelques autres sans doute, intégrées au conservatoire de musique,
et nulle institution remarquable n'était donnée en direction à un danseur ou chorégraphe. Lutte incessante de Michel Caserta qu'il gagna. Pour en revenir à moi et à mon propre corps, au début des années 70 j'avais fait la douloureuse expérience sur la scène, où m'avait propulsé Jacques Lassalle, de ma difficulté à mouvoir mon corps en représentation. Depuis ce geste quasiment impossible pour moi de lancer une pierre imaginaire à la surface d'un lac imaginaire, à mon incapacité de dessiner de manière crédible le personnage d'un ouvrier du bâtiment joliment et intelligemment inventé par Lassalle pour contextualiser le Paris haussmannien du Célimare le bien-aimé de la Biche. Arrivé aux commandes du théâtre de Vitry, je n'eus de cesse de travailler avec des danseurs et chorégraphes, faisant entrer dans la programmation la danse à égalité avec le théâtre, ce qui était pratiquement unique dans notre pays. Michel Caserta, comme conseiller culturel à mes côtés, moi qui ne connaissais au départ que Béjart et Blasca, me lia à tout ce qui bougeait dans la création chorégraphique contemporaine. Pendant ce temps, l'auteur que j'avais été pour le jeune public au Studio Théâtre avait repris sa plume. Une plume qui dut beaucoup très vite à la musique. Je continuais assidûment à suivre des cours au Conservatoire de Vitry, mais progressivement à la danse et à l'implication du corps dans l'écriture. C'est à des clowns que je confiais la mise en scène et le jeu de ma première pièce, Julia Bonjour, en 1984, Isabelle Tanguy et Marco Bizzozero. Et je vengeais ma raideur de comédien sur scène par le corps souple de Lagdar dans l'écriture d'Histoire d'un prince, 1993 à 1997 et des siècles à Grenade, 2002. En moi, se rejouait sans doute une histoire des liens entre les deux arts jumeaux. Théâtre et danse. En 1997, Michel Caserta me proposa de programmer dans le cadre de la Biennale Paradis de José Montalvo et Dominique Hervieux, qui introduisait des images géantes dans une danse qui devait beaucoup au hip-hop et qui les mit en piste pour une reconnaissance nationale. Et pendant que j'affirmais un travail de longue durée avec des auteurs de théâtre et des metteurs en scène, Michel Vinavé, André Benedetto, Alain Olivier, Luciano Travaglino, Antonio Arena, Nicolas Hockenheim, Marie Tikova, Emmanuel Jeanvrin, Sylvain Maurice, Ramzy Chouker, André Loncin et Anne-Marie Collin, Suzanne Lebeau et Gervais Gaudreau, Julien Bouffier. Je mettais en place de longs parcours chorégraphiques entre des danseurs et des publics avec Fabrice Ramalingon et Hélène Catala, La Camionetta, Fabrice Guillot et Geneviève Mazin. Retour à Mont, Dominique Rebaud et Arnaud Sauer, Camargo, Imen Smaoui, Kader Atou, Lia Rodriguez. J'avais été frappé par les propos de Lorina Niklas, encore administratrice de la Biennale de danse, avant qu'elle ne parte bâtir en 1988 les rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis sur les fondations du concours de Bagnolet. Elle travaillait obstinément à faire reconnaître la notion d'auteur pour les chorégraphes. Je fus d'abord jaloux que l'on puisse appliquer à d'autres qu'aux écrivains de théâtre ce qualificatif. Il était plus simple de distinguer à l'intérieur du domaine de la danse une catégorie danse-théâtre. Celle initiée en Europe par Pina Bausch puis en France par Maggie Marin, et appelée ainsi parce qu'elle était censée raconter une histoire, ou plus tard parce qu'elle intégrera, rarement avec bonheur, de la parole proférée. Et pourtant, cette fréquentation de près des chorégraphes en résidence, en travail accompagné sur la durée et en contact étroit avec des publics élargis et parfois des populations très éloignées de la danse, fit entrer en moi des images de corps dansants que très vite j'assimilais à une écriture de hiéroglyphes. Ce terme que Yanis Kokos employait pour dessiner le corps des acteurs dans ses esquisses de scénographie. Hiéroglyphes, dessin qui parle. Ce lent apprentissage que nous faisions ensemble, artistes, publics et acteurs culturels de mon équipe de ce qui passait à travers ce langage, me fit ressentir peu à peu que la danse réussissait, peut-être là où je pensais que le théâtre patinait, se prenant selon moi dans le piège tendu d'une trop grande proximité entre les mots et les choses, voir le texte d'Adèle Abbassi dans ce même numéro. J'étais alors marqué notamment par le naturalisme extrême, s'épuisant bien sûr dans le silence, des textes de Kreutz montés par Gaston Jung, théâtre populaire roman ou Jacques Lassalle puis Daniel Girard. Dans le même temps, je sais avoir privilégié dès mon arrivée le rapport avec des auteurs dramatiques et des metteurs en scène qui à la fois érigeaient leur écriture en système, donc codé, et la plongée bouillonnante dans la réalité sociale. Ce fut le cas avec le Teatro dei Capovolti qui travaillait au théâtre L'Art du Clown, et qui monta ma pièce Julia Bonjour au cœur d'une aventure collective, Énergie IS, sur scène,
avec les agents de la centrale EDF de Vitry et leur comité d'entreprise, CMCAS, avec l'accompagnement du travail d'André Benedetto complètement immergé dans le tissu social, depuis que J', avait vu en Avignon en 1969 son petit train de Monsieur Camaudet, ou encore mon assiduité à programmer le théâtre de Michel Vinavet, depuis la mise en scène d'À la renverse par Jacques Lassalle jusqu'à l'émission de télévision montée par Chavassieux, puis à accompagner encore récemment les créations de Julien Bouffier, depuis Les Lippes jusqu'à l'adaptation des Vivants et les Morts de Mordillat. La question qui m'intéressait était en fait celle de l'espace où se marient, se conjuguent, s'affrontent une réalité sociale construite dans des conditions où puisse s'y ériger une écriture et la nature même de l'écriture qui peut s'y produire. Or cette question, je ne parle pas des réponses, je parvenais à mieux la cerner à l'intérieur des aventures chorégraphiques. Peut-être parce qu'il n'y avait précisément pas l'obstacle de l'usage univoque possible des mots porteurs de sens, parce que la danse ne portait peut-être pas en elle cette énorme difficulté du théâtre à ouvrir la place du spectateur quand les mots, dégageant un sens que l'on peut utiliser sans marge, lui assignent de fait une place dans laquelle il ne peut jouer. Ou peut-être parce que je n'avais pas encore la force d'affronter le fait que seul un langage théâtral poétique, donc polysémique pratiquement de bout en bout, peut ouvrir au spectateur cette place, un langage poétique qui, comme l'écrit plus haut Abbassi, ne cède aucun pouce de son territoire à la syntaxe du réel, page 44. DE accent aigu centrement. C'est néanmoins une aventure avec le théâtre, qui éclaira ma route. 430. Doubler la production, pourquoi d'un seul coup? Roulio, quelle température dehors? Il est parti avec son mouchoir au bout du balai, ne t'éloigne pas. Franco réveille les équipes d'astreinte, ça va chauffer. En fait, je voulais apprendre la flûte traversière. Il faut raser Arrigui raser, mais pour reconstruire entre la Seine et la voie ferrée tu saisis. Je n'aurais jamais dû l'emmener ici, elle va se casser les reins. Vous m'avez fait demander? Vous fusionnez les deux centrales, l'organigramme du personnel en trop, oui je viens d'être reçu au bac, la formation et le travail du soir, les services techniques mais je n'y connais rien. Roulio, il y a des étoiles ce soir? Voilà ce que la lutte commune avec les agents EDF de Vitry contre la fermeture de leur centrale et pour la création culturelle et artistique d'Énergie S, sur scène, m'a pris à écrire durant l'hiver 1983-84. Régine, le personnage à son poste de commande tout entière tendu à obéir aux ordres du commandement central de Monceau, pour faire monter en puissance les turbines et tenter d'éviter le grand noir d'une panne nationale d'électricité, qui eut lieu dans la vraie vie en décembre 1978, pense et s'adresse en même temps à ses équipiers, à l'enfant qu'elle fut, à ses camarades syndiqués, à sa petite filleule qu'elle a accepté de faire venir sur son lieu de travail, à son patron qui est l'apostrophe. À des années auparavant, muté dans les services techniques pour la punir de son engagement en mai-juin 68, et aux étoiles dans la nuit. Régine Poirier, la personne réelle, m'avait appris avec Antoine Gazot et François Franco à regarder de milieu ce qu'ils vivaient et éprouvaient dans cette centrale en ébullition, et m'avait permis de comprendre que tout, en cet endroit-là, était question d'équilibre, car on ne stocke pas l'énergie et la production doit rester égale à la consommation. Je commençais dans ce long monologue final, à esquisser une écriture de la multiplicité condensée, qui se déploiera plus tard dans ce que j'ai appelé une écriture des labyrinthes. Je ne sais si mon esprit et mon corps furent saisis alors d'une danse, mais Marco Bizzozero qui joua Régine, muté en Régis, commença la scène sur des patins à roulettes, et la finit avec ses comparses sur une grande roue fabriquée devant le public, chacun en équilibre sur l'une de ses ailes tournant, notre frisson de spectateur répondant à celui qui devait parcourir les agents qui tenaient tête dans le même temps aux directions d'EDF, dans les rues de l'usine et dans les bureaux patronaux. Ce que je ressentais alors, c'est que le théâtre devait, réarticuler le flux courant du langage, en le multi-recentrant pour renvoyer à l'idée de décentrement dans l'écriture qu'explore Dominique Rebaud, ne serait-ce que pour permettre au corps des acteurs de se mouvoir sur scène, condition pour que se meuve à sa suite l'esprit des spectateurs. Et que ce décentrement pouvait, s'articuler avec un décentrement de la production artistique vers une pratique qui inclut son public à venir. L'aventure sociale d'Énergie S sur scène pour Julia, bonjour comme plus tard les parcours chorégraphiques et les balles mêlés de la compagnie Camargo.
Ceci dans la mémoire du cœur de la comédie aristophanesque qui tend au mi-temps de la comédie, les grands manteaux de son costume pour s'adresser au public, en chantant et dansant, dans une prosodie savante composée pour cela et dans une unité des arts profondément intégrée dans leur pratique civique. Engager les poétiques dans la force du réel. On comprendra combien il est difficile de tenir cet amalgame, au sens arabe originel du terme, entre le dit et le mode du dire, entre le dit et ce d'où il provient, entre le dit et celui auquel il s'adresse, dans une société, la nôtre, qui prit soin de tout séparer. Dans l'Athènes du 5e siècle avant notre ère, l'auteur ne se posait pas la question d'où atterrirait son œuvre. Celle-ci était voulue et attendue par la cité, et les choreutes, ces amateurs dirait-on aujourd'hui, apprenaient tout ensemble à dire, à chanter et danser. Pas de hasard si, lorsque la cité décida d'en finir avec la forme originelle de son théâtre, elle commença par faire disparaître le chœur. Le théâtre et la danse furent alors durablement coupés l'un de l'autre. Et il fut bien difficile pour l'auteur de faire danser ces mots, et les comédiens qui les proféraient. Ce drame, d'une certaine manière, fut rejoué lorsque Louis XIV, grand roi de France, joua Lully contre Molière, et que ce dernier perdit. Je ne pus réitérer l'expérience d'énergie S, sur scène, celle de La Nuit suspendue qui lui succéda, pièce qui épousait au départ les formes d'une comédie musicale, exprima cette défaite, plus ou moins savamment orchestrée par les ministères, de la Défense qui opéra un hold-up sur l'enveloppe du fonds d'intervention du ministère de la Culture sans que celui-ci ne sourcille, et le comité d'entreprise régionale de la SNCF qui se déjugea 3 mois avant la création. Sans en avoir conscience, j'allais à mon tour séparer les deux arts, tout en les unissant profondément dans ma programmation de directeur du théâtre de Vitry et au cœur de mon écriture. Le ballet Vertige fut coproduit et créé par le même comité d'entreprise de la centrale EDF de Vitry, le théâtre Jean Villard et la compagnie de danse Retour à Mont, dans un travail qui courut de 1999 à 2002 pendant que j'écrivais, solitaire, mais néanmoins porté par 50 parents et amis, Des siècles à Grenade, 1999 à 2002. Or Vertige allait être le lieu d'une transformation de l'écriture de Geneviève Mazin et Fabrice Guillot. Les corps dansants de la compagnie jusqu'alors ne se touchaient pas, ils s'exprimaient dans des solis contigus, et voici que dans Vertige, le contact de l'autre est apparu comme une nécessité. Le corps de l'autre devient matière et source de mouvement, écrit Geneviève Mazin. On passe de soli à solidarité. Vertige ou la métaphore déployée, Cahier de convergence L'Harmattan 2003 page 113. C'est Régine Poirier qui, analysant le processus d'invention d'énergie S sur scène en 1984, avait donné la clé. Ainsi ont émergé une nouvelle manière de travailler pour les artistes qui ont trouvé une nouvelle matière à travailler, et pour les travailleurs de nouvelles revendications. La banlieue en fait, Presse universitaire de Vincennes, 1988. Dans la manière du compagnonnage vécu par les artistes et les agents EDF, Guillot et Mazin ont effectivement trouvé une nouvelle matière. La solidarité interne à l'entreprise et la solidarité construite entre les agents de la centrale électrique et les artistes eux-mêmes tout au long de la production de l'œuvre artistique. J'analysais pour ma part que là, s'élaborait une métaphore de la réalité des rapports entre les travailleurs de la centrale, à travers la réalité vécue des relations tissées entre ces travailleurs et les créateurs du spectacle. Voir mon article La métaphore partagée dans l'ouvrage cité plus haut, page 135. Le théâtre peut être l'objet d'une telle alchimie, mais il est l'art dans lequel cet emboîtement de l'activité métaphorique est sans cesse mis en danger précisément par la proximité des mots et des choses, et le trait direct que l'on peut tirer entre eux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.